Καλησπέρα. Bonsoir. Je vais vous donner juste quelques informations pratiques. Vous êtes priés de fermer vos téléphones portables. Le débat aura lieu en grec et en français. Pour ceux qui ne connaissent pas l'une des deux langues, ils sont priés de prendre des écouteurs en laissant leur carte d'identité. Des écouteurs et que vous avez entendu la traduction de ce qu'on vient de dire. Χωρίς περαιτέρω άλλες πληροφορίες, θα σας δώσω το λόγο στον Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου, τον κύριο Νικολάη Μπαλάν, για να προλογίσει. Kalispera Seolus, bonsoir. Merci d'être venu pour cette soirée polar. Le roman policier, je crois, un peu moins de 2 siècles d'âge. En général, je crois qu'on le fait dater d'Edgar Poe, même s'il y a peut-être quelques ancêtres. C'est désormais un des genres les plus populaires de la littérature mondiale. Je crois qu'en France, 1 livre sur 4 qui est acheté est un roman policier, un roman noir, peu importe la formulation qui est désormais utilisée. Et c'est aussi une source d'inspiration très importante du cinéma. On en reparlera peut-être tout à l'heure avec M. Michelinis. Nous avons décidé, dans le cadre du 35e panorama du cinéma européen, d'organiser cette table ronde. Le panorama lui-même ayant présenté un cycle sur Simenon, qui est un auteur beaucoup plus qui va au-delà du roman policier, mais qui a créé une figure universelle, celle du commissaire Maigret. La soirée s'intitule le polar des Français des années 70. Et je sais qu'on a un grand écrivain de romans policiers grec, M. Markaris, qui a commencé à travailler dans les années 90. Mais je crois que vous connaissez très bien aussi le roman policier français des années 70. Et je pense que c'est une période importante, puisque c'est celle au cours de laquelle le roman policier, en France en tout cas, prend un tour politique, critique et social. Le roman policier étant une façon de disséquer les difficultés, les problèmes, les tares d'une société. Et le sentiment que le roman policier grec également s'est inscrit dans cette veine peut-être quelques années plus tard. Mais à un moment donné, il y a eu une vraie familiarité, une vraie parenté entre les traditions françaises et grecques du roman policier. Ce qui me frappe dans ce pays depuis que j'y suis, depuis 1 an, c'est à quel point il y a des affinités anthropologiques, je ne sais pas à quoi elles sont dues, mais il y a des caractères nationaux qui sont assez proches et des réflexes qui sont assez proches entre nos 2 pays. Donc nous avons le plaisir d'avoir ce soir avec nous Petros Markaris, qu'on ne présente pas, Makis Malafekas, Benoît Mouchard, qui est écrivain, également spécialiste du roman policier. Et vous avez été le directeur artistique du festival de la bande dessinée d'Angoulême, le plus grand festival de bande dessinée, j'allais dire en Europe, on va dire en France. Et comme modérateur pour cette soirée, Kostas Kalfopoulos, écrivain également, rédacteur en chef du magazine Polar. Mais avant de vous donner la parole, cher Kostas, je vais laisser Ninos Mikelidis nous dire quelques mots, le directeur du festival du panorama du cinéma européen, et avec laquelle nous travaillons depuis des années. Καλησπέρα σας και από μένα. Πρώτα χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συνεργασία. Bonsoir de ma part. Je suis heureux de collaborer avec l'Institut français, une fois de plus. Et surtout en ce qui concerne le noir français, nous avons organisé des hommages à Jean-Pierre Melville, et en mettant l'accent sur le roman policier. Le roman noir, le polar noir était toujours quelque chose de très prisé, mais nous avons également abordé le polar français. Et cette année, donc, il y a cet hommage à Georges Simenon avec beaucoup de films des meilleurs réalisateurs français. J'espère que vous avez l'occasion de les voir et que vous aurez l'occasion de les voir. Et par la suite, donc, il y aura la projection du film Le Choc, un noir connu du cinéma français avec Alain Delon et Catherine Deneuve,
qui sont un très beau couple dans le film. Je vous remercie beaucoup. Καλησπέρα σας. Bonsoir à tous. Nous vous remercions de votre présence ici ce soir et je remercie personnellement l'Institut français pour cette collaboration dans ces locaux toujours hospitaliers et en particulier dans cet amphithéâtre Théo Angelopoulos. L'esprit d'Octave Merlier est toujours vivant dans ces lieux, qu'il s'agisse de littérature ou de cinéma ou de philosophie. Nous sommes ici avec Monsieur Marcaris. Je commence dans l'ordre. Monsieur Marcaris, Monsieur Mouchard et Monsieur Malafekas pour débattre du polar français dans les années 70 de Simenon à Manchette. Il s'agit en fait d'un débat autour du polar et du néopolar qui se distingue du genre américain hard-boiled et du whodunit anglais. Avant donc d'entrer dans le débat, j'aimerais adresser à mes trois interlocuteurs, j'aimerais leur demander de faire un commentaire concernant Jean-Luc Godard suite à son décès récent. Avec Benoît Mouchard, nous avons eu une discussion très intéressante tout à l'heure concernant ce qui relie et ce qui distingue Manchette et Godard. Ils sont liés par le cinéma américain et le marxisme et ils se distinguent aussi par certains autres éléments que M. Mouchard connaît très bien. J'invite donc M. Mouchard, qui est notre invité, qui est venu de France, de prendre la parole en premier. Merci beaucoup, Costas, l'Institut français pour cette invitation. Le lien entre Manchette et Godard est sans doute d'abord humoristique, puisque Jean-Patrick Manchette rêvait d'écrire pour le cinéma. Et il a commencé d'ailleurs comme scénariste avec d'assez mauvais films pour un réalisateur de films presque érotiques qui s'appelle Max Pécasse. Et il avait pris comme pseudonyme Jean-Loup Grodard. Jean-Loup Grodard, que je laisse le traducteur traduire s'il le souhaite, si elle le souhaite. Donc le lien entre Godard et Manchette est sans doute un peu ironique. Ils avaient une douzaine d'années de différence. Godard est de 1930, Manchette de 42. Néanmoins, ils ont tous les deux été très marqués et par le cinéma et par la littérature noire américaine, noire au sens policière, par Chandler, Hammett. C'est vrai que Godard a adapté Lemmy Caution dans Alphaville et que un des aspects intéressants sans doute de beaucoup d'artistes et d'auteurs des années 60 et 70, c'est d'utiliser des matrices américaines pour les subvertir et pour les politiser d'une manière peut-être volontairement marxiste, effectivement. C'était le cas pour Godard et c'était le cas pour Manchette avec un peu plus de situationnisme encore que Godard. Mais à titre personnel, je peux dire que j'ai été très triste de la mort de Jean-Luc Godard. Il n'y a pas que les films des années 60 ou À bout de souffle ou Le mépris qui m'ont marqué. Un film comme Prénom Carmen est pour moi vraiment une date de l'histoire du cinéma français et peut-être du cinéma mondial. Voilà. Monsieur Marcaris, vous avez la parole. Je considère que le lien entre Manchette et Godard, la relation entre les deux, est une
relation de complémentarité. Et il est très intéressant de voir la façon dont ils se complètent l'un l'autre. Je suis d'accord en ce qui concerne ce qui a été dit à propos du marxisme et de la gauche, mais par ailleurs, ce qui est particulièrement intéressant, c'est un réalisateur, surtout celui qui a marqué à travers ses films les films policiers, en particulier avec À bout de souffle, qui est un film extrêmement intéressant qui a marqué le cinéma. Et par ailleurs, nous avons affaire à un écrivain, Jean-Patrick Manchette, qui avait une relation bipolaire entre le roman et le scénario. Cela, pour moi, qui me suis longuement intéressée au scénario en travaillant avec Théo Angelopoulos et par la suite avec des séries télévisées, etc., c'est quelque chose qui engendre chez moi une admiration, peut-être parce que moi, je n'ai pas réussi à le faire. Pour donner 2 exemples, je me demande comment Manchette commence par exemple en disant l'homme au boulet rouge écrit un scénario qui plus est en anglais et lequel tout de suite après il le transforme en roman. Avec Nada, c'est l'inverse. Il commence par écrire un roman qui a été très marquant et ensuite, avec Nada, sur un scénario de Manchette, devient le film de Claude Chabrol. Cette relation constante, bipolaire, comme je l'appelle, entre le scénario et le roman est particulièrement intéressante parce que, surtout dans les romans, cela se reflète par l'approche qui existe dans les romans de Manchette. C'est un phénomène rare. Pour ma part, j'ai travaillé donc en tant que scénariste et en tant que romancier. Et chaque fois qu'il devait être reporté sur l'écran un de mes romans, je ne trouvais pas je ne travaillais pas, je ne collaborais pas avec le scénariste. Je lui disais, c'est ton travail. Alors que Manchette est en mesure de créer cette admirable relation bipolaire, parce que si on voit le film de Chabrol et que l'on lise le roman, ou on commence par lire le roman et on voit le film de Chabrol par la suite, on est étonné de voir comment se construit non seulement un rapport narratif, mais aussi un rapport de transfert du livre à l'image. Monsieur Malafékas, un commentaire concernant donc ces 2 monstres sacrés. Je vous remercie. Bonsoir. Oui, je la vois, cette relation. Et puis, c'est bien de parler de Godard, étant donné que bon, il a disparu récemment. Et en effet, elle est bipolaire, comme vient de le dire Petros Markaris, dans le sens où tous les 2, ils sont les enfants de Marx et de Coca-Cola, hein, comme pour prendre la devise de Godard dans masculin-féminin. Il y a ce bouillon de culture. C'est la France qui s'américanise, la France des 30 Glorieuses qui s'américanise et qui refuse de s'américaniser en même temps, et qui est tout à fait consciente de ce paradoxe. Et les esprits les plus lucides et les plus brillants, dont Godard et Manchette font partie, et Debord, bien sûr, le voient, ce phénomène, et se mettent à jouer dans cette impossibilité, en fait. Voilà. C'est un... Moi, je choisirais plutôt Pierrot le Fou, hein, pour
pour la relation au polar, parce que, bon, déjà, ça parle du problème de la lutte armée, il est posé, ce qui est vraiment, on voit très souvent ça chez Manchette. Et aussi, quoi d'autre? Le montage, hein, c'est la non-linéarité excessive du montage chez Godard dans plusieurs films, mais dans celui-là dont je me souviens très spécifiquement, où voilà, on empêche volontairement le spectateur d'entrer dans la tête ou dans les émotions des protagonistes. Et ça, c'est vraiment le credo des situs, enfin de Manchette en tout cas. Et donc voilà, il y a cette relation-là, elle existe vraiment. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, particulièrement vrai dans la dualité, c'est que Godard rêvait d'être un écrivain et Manchette rêvait d'être un cinéaste. Donc il y a une vraie complémentarité entre les deux, en effet. Nous remercions Benoît pour ce beau commentaire. Je passe à la deuxième question qui s'impose, puisque nous nous trouvons sur un territoire français, on pourrait dire. C'est une question qui concerne la série noire des éditions Gallimard. Et je considère que sans cette série, la littérature policière européenne aurait été très pauvre. Je vais donc recommencer par Monsieur Mouchard et par la suite Monsieur Marcaris et Monsieur Malafekas nous apporteront leurs commentaires sur la série noire. La collection, pour une partie peut-être du public qui ne la connaît pas, c'est une collection qui a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale, après un moment où la population française était extrêmement privée de lecture anglo-saxonne, par un proche des surréalistes, qui est Marcel Duhamel, qui a donc apporté quand même une certaine dérision tout de suite. C'était du polar, mais avec aussi une forme de trahison aux textes originaux. Parmi les traducteurs de Hamet ou de Chandler, il y aura Boris Vian, dont les traductions sont de très bons textes, mais pas de très bonnes traductions, qui sont très très éloignées en fait du texte original, avec parfois même des coupes, des changements, etc. Et cette collection a beaucoup traduit donc d'auteurs américains. Il y a eu aussi toute une vague d'auteurs français qui ont beaucoup inspiré aussi le cinéma, comme Auguste Le Breton ou Albert Simonin, qui ont un peu contribué à cette mythologie du gangster et du voyou loyal, qui aurait une espèce d'aristocratie des gangsters français, de Pigalle, etc., avec ce parler presque célinien, argotique, très fleuri, qui va beaucoup inspirer les films comme, je sais pas, Touchez pas au Grisby, par exemple, qui est une adaptation d'un de ses romans, avec Ventura, Gabin. Et quand Manchette arrive dans la collection, donc au tout début des années 70, il a la volonté de rompre avec cette tradition un peu franchouillarde, c'est-à-dire qui est vraiment devenue presque une voie du cinéma officiel français, du cinéma de ce que Jean-Luc Godard et les autres appelaient la qualité française, c'est-à-dire des choses très, très bien faites, mais finalement avec très peu de contenu critique ou idéologique. Et Manchette va se rebrancher vraiment sur les critiques subversifs que sont Hamet et Chandler, qui en fait parlent du système capitaliste. La Moisson Rouge, par exemple, c'est vraiment un roman qui évoque ce que c'est qu'une ville corrompue par un système ultralibéral. Il va utiliser donc des schémas très propres au genre polar. Donc ce qu'on appelle roman noir américain se différencie effectivement du roman à énigme. Il ne s'agit pas tellement de savoir qui a tué ou qui est coupable, mais plutôt de comprendre comment fonctionne non seulement un milieu, mais sans doute aussi une société dans son ensemble. Et donc les premiers livres que Manchette va écrire
notamment l'un d'entre eux, qui sera l'affaire Engustro, est un retour sur la fin du colonialisme en France, avec un vrai reflet très critique de l'affaire Ben Barka, avec ce dirigeant marocain qui est mort d'ailleurs dans des circonstances très troubles, qui restent troubles. Et c'est vraiment le sujet de son premier livre. Et il va effectivement beaucoup marquer, créer à son corps défendant une espèce de courant de romans policiers dits de gauche. Mais je dirais que ce qui le singularise, c'est vraiment cette volonté d'écrire à la façon des Américains, avec l'esprit français. À la façon des Américains, ça veut dire dans un style qu'on appelle behavioriste, c'est-à-dire volontairement non psychologique, qui décrit uniquement les actions, les faits, et qui ne rentre absolument pas dans des motivations, dans des arcanes psychologiques. C'est vraiment pas du tout une manière de raconter. On présente les choses comme des objets extérieurs, les choses, les événements et les personnages comme des objets extérieurs. Ça vient de Faulkner, qui est vraiment, je pense, pour la littérature française d'après-guerre, une influence américaine très forte. Même Marguerite Duras, l'écriture de Duras est extrêmement influencée par celle de Faulkner. Et donc, Manchette va, je crois, rester, non pas tellement parce qu'il est un auteur de gauche, même si c'est important et que c'est tout à fait inséparable de son propos, mais parce que son écriture est une écriture qui tient toujours le coup 50 ans après, et finalement avec un corpus très, très, très petit. Il n'y a qu'une dizaine de romans, contrairement à Simenon qui a écrit beaucoup. Mais ils ont d'ailleurs, je pense, ce point commun qui est le lien à Faulkner, eux aussi, si on cherche des points communs entre différents auteurs très, très différents. Merci Benoît. Κύριε Μαλαφάκα, ένα σχόλιο σύντομο. Monsieur Malafekas, un rapide commentaire. Όχι, ο κύριος Μάρκαρης. Συμβολή του Marcel Duhamel. La série noire et la contribution de Marcel Duhamel est très importante dans la création d'un roman policier européen indépendant. Si à ce moment, nous avons un roman policier européen autonome, les racines de ce roman policier, qu'on l'appelle noir ou polar, se situent dans la série noire. La série noire a sorti, en fait, et je le dis sur le plan d'une métaphore, tant le noir américain et le whodunit anglais, et a créé un autre genre de roman policier. Si aujourd'hui nous avons un roman policier d'une grande diversité en Europe, ses racines se trouvent dans la série noire. Examinons le roman policier scandinave et jusqu'au roman policier français, du noir au polar, et jusqu'à le roman policier de la Méditerranée. C'est toute une diversité totalement différente par rapport à celle que nous connaissons aux États-Unis et en Angleterre, et qui s'est désormais implantée sur un plan international. On ne parle pas seulement de la France, mais on parle de l'immense contribution qu'a eue cette série dans la création, disons, d'une littérature policière en France, en Espagne et même en Afrique du Nord. Par conséquent, si on parle aujourd'hui d'un roman policier européen noir ou d'un roman policier sans parler de noir, ses racines se trouvent dans la série noire. Elle a
ouvert de nouvelles voies. Elle a ouvert de nouvelles possibilités et a conduit le roman policier en Europe vers une autre démarche. Et si on examine les romans européens non anglophones avant la création de la série noire, on verrait qu'il s'agissait de reproduction des genres anglais et américains. Aujourd'hui, désormais, cela n'existe pas. Il existe des auteurs en Europe qui ont une approche différente, une entité différente et des modes de narration différents. Et cela est dû à la série noire. Merci, Petros. Et maintenant, donc, Monsieur Malafekas, un commentaire pour poursuivre. Il faut rendre hommage à la série noire, c'est absolument évident, hein, qui nous a, avec les traductions de Duhamel, qui traduisait directement, comme l'a rappelé Benoît, les Hammett et les Chandler. Pas pour tout. Villon a fait la Dame du Lac. Non, pas la Dame du Lac. Oui. Bon, bref, et c'était l'apport est considérable. Maintenant, c'était aussi le mouvement de l'histoire qui voulait ça. Hein. C'était devenu. Il y avait un désir. Il y avait un tel désenchantement après, au moment de la libération, et un tel dégoût, si vous voulez, de la foi en les institutions, qu'il fallait que ça soit exprimé. C'est-à-dire, Gallimard, à ce moment-là, a su suivre le mouvement qui voulait que plus de comptes soient rendus, qu'on parle plus de la société que les simples whodunit, où on cherche qui a fait le crime. Alors ça, c'est complètement secondaire. On sait qui a fait le crime dans une société. On sait en Grèce qui est le coupable. C'est juste qu'on sait, on sait rien faire avec cette information-là. C'est ça qui est le problème en Grèce et ailleurs. Donc le whodunit crée, si vous voulez, cette illusion que si on trouve le coupable, il y aura toujours un flic ou un juge dans la chambre, comme dans les Agatha Christie, qui arrêtera les méchants et c'est la fin de l'histoire. Alors tout le problème, c'est que ces deux institutions-là, la police et la justice, font partie du problème. Font partie intégrante du problème qui s'appelle le crime ou la déchéance de la société humaine. Et donc, il y avait un désir d'en parler après la libération, et donc Gallimard a su voir ça. Mais c'est un mouvement de l'histoire. C'est plus que des personnes qui ont compris, c'est la société qui voulait ça. Gallimard, d'ailleurs, dans le passé, a fait Ils avaient rejeté le premier livre de Proust, comme ils avaient rejeté Le Voyage au bout de la nuit de Céline, et après ils ont compris et ils ont su suivre. Mais c'est très bien aussi, hein, c'est-à-dire un grand éditeur qui sait suivre le mouvement de l'histoire, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Nous clore donc cette intervention sur la série noire et je parlerai aussi de la critique de Gilles Deleuze. Je laisserai cela pour une autre rencontre. Passons à une troisième question, voir donc ce qui relie et ce qui distingue le patriarche du roman policier français, pas seulement, et le contestataire de cette tradition, Manchette. Donc, Simenon, on sait, humanise le crime, tandis que le second radicalise la narration et les idéologies qui sous-tendent le crime. Monsieur Bouchard, un premier commentaire et nous continuons. Disons que je pense que Simenon cherche toujours à montrer des personnages qui sont rattrapés par leur destin. Et ce destin, finalement, ce que raconte Simenon, c'est qu'il est impossible d'en échapper.
d'en réchapper. Chez Manchette, le destin s'appelle tout simplement le déterminisme social. Donc c'est vraiment une autre manière de nommer les choses. C'est-à-dire que Simenon est dans la tragédie. Je pense que le tout premier enquêteur, c'est Oedipe, en fait. Je crois que c'est l'endroit pour le dire. Donc il y a cette essence tragique dans le roman policier et chez Simenon. Et chez Manchette, il y a cette idée que, par exemple, Manchette, dans les années 80, était extrêmement critique sur la vogue des récits qui mettaient en scène des tueurs en série. Parce qu'il disait que montrer des tueurs en série, c'est d'une certaine manière, et c'est d'ailleurs une mode qui rejoint l'actualité, puisque les faits divers sont très souvent nourris de ces monstres modernes, et qui nous permettent de rejeter totalement le crime dans la monstruosité, justement. Ça n'a plus rien à voir avec nous. Ça n'a plus rien à voir avec la manière même dont on est organisé en société. Ce sont des anormalités des gens qui sont presque surnaturels. Manchette disait non, en fait, la plupart des crimes, d'ailleurs les prisons en France sont remplies, comme vous le savez, mais pas tellement de serial killers, de crimes beaucoup plus liés à l'injustice sociale, en fait, tout simplement. Puisque le trafic de drogue, c'est en partie lié à ça, puisque souvent, les hommes qui tuent leurs femmes, comme il y en a beaucoup trop en France, il y a aussi des implications sociales, tout un système également. Ça, c'est ce que, je dirais, des auteurs comme Manchette ont cherché à montrer. Simenon, je pense qu'il veut montrer plutôt que la nature humaine est assez mauvaise. Je pense que c'est quand même... Les deux sont pessimistes, mais pas avec je dirais pas tout à fait avec la même portée. Je ne sais pas si Simenon était un existentialiste, mais il y a en tout cas l'idée d'une fatalité, alors que chez Manchette, cette fatalité, elle a un autre visage, et c'est disons, tout un système économique qui opprime l'individu, qui finalement ne décide pas tant que ça ce qu'il peut faire. C'est le sujet notamment du Petit Bleu de la côte ouest, qui montre un cadre tout à fait moyen, qui se retrouvent poursuivis par des tueurs sans qu'ils comprennent pourquoi. En fait, il y a confusion, un peu comme dans La mort aux trousses d'Hitchcock. Et le livre commence sur le périphérique. Donc le cadre moyen fait le tour de Paris. Le périphérique, c'est vraiment une route qui fait tout le tour de Paris, qui a été construite d'ailleurs à la fin des années 60. Et le livre commence par cette figure de cercle, d'encerclement, d'aliénation, et se termine par cette figure de cercle et d'aliénation, mais qui est évidemment une métaphore de la manière dont on fait des choses, parfois sans même savoir pourquoi on les fait, comment on est un petit peu mécanisé. Voilà. Et je pense que chez Simenon, il y a une autre forme de rapport à l'humain. Monsieur Benoît, Thierry Marcari. Monsieur Marcaris. Je serai très sincère. En général, lorsque nous avons affaire à deux grands écrivains, nous cherchons, même désespérément, nous voulons savoir ce qui les unit et ce qui les sépare. Et je dirais très clairement que Simenon et Manchette n'ont aucun rapport. Ils sont totalement différents. La thématique de Manchette ne touche pas Simenon et la thématique de Simenon ne touche pas Manchette. Ceux qui sont sur la même ligne d'écriture politique suivie et de rupture que suit Manchette, je pourrais vous dire, c'est d'un côté l'espagnol Manuel Vázquez Montalbán et d'autre part l'italien Leonardo Sciascia, qui est le premier qui révèle les relations entre la mafia et le système politique italien. Cela ne concernait pas Simenon. Par conséquent, je ne vois pas l'existence d'une relation qui les unit ou qui les sépare. Je considère que c'était deux auteurs différents avec
une valeur totalement différente pour des raisons distinctes qui concernaient la thématique et la structure du roman et les héros. Manchette est certes un excellent écrivain, mais cette maîtrise de Simenon de décrire les simples gens, Simenon est un excellent auteur de romans policiers, mais cette approche de Manchette sur la société et qui est très critique, je ne l'ai pas trouvée chez Simenon. Et personnellement, je ne considère pas qu'il existe une relation entre tous les deux. Les références qu'il crée, on peut les retrouver chez d'autres auteurs. Merci, Petros. Monsieur Malafekas? D'accord avec Monsieur Markaris, hein. C'est vraiment très pertinent de dire ça. Or, il serait utile de faire, parce que c'est un cheminement d'une tradition de polar français, de voir comment il n'y a pas de... Enfin, c'est sûr que Manchette n'est pas nourri de Simenon, mais on peut les rapprocher en cela. Alors, ils font tous les deux partie d'une mobilité sociale qui les a formés, et de façon inverse entre eux. Simenon vient d'un milieu aisé et il est très jeune déclassé parce qu'il y a la mort du père assez tôt et il doit bosser. Et puis ses camarades de classe chez les jésuites en Belgique le méprisent. Et puis il fait un tas de boulot et il commence à rencontrer ce que c'est que la société. Il devient bohémien à Paris où il descend au début des années 20. Ça, il faut voir ce que c'est, hein, vivre la bohème dans les années 20 à Paris, c'est-à-dire c'est la Lost Generation, c'est Hemingway, c'est le Paris des Picasso et des Modigliani. Et lui, il débarque dans ça en tant que jeune homme très talentueux et bohémien, alors que chez Manchette, il est, comme je l'ai dit précédemment, c'est un enfant des 30 Glorieuses, d'un milieu ouvrier hautement qualifié où l'ascenseur social fonctionne. Le père rêve de devenir bourgeois, c'est presque ça, mais c'est très technique, quoi. C'est pas des vrais bourgeois, et donc cette contradiction, elle est dans Manchette, et ce double, d'où son dandysme, hein. Donc ça, c'est moi, je vois ce rapprochement qu'on pourrait faire entre les deux. Après, bien sûr, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai. Simenon, c'est un Balzac du XXe siècle. À travers son œuvre, c'est des centaines et des centaines de romans, on peut vraiment comprendre le siècle et ce que c'est que la société française. Comme pour Balzac, Marx dit de Balzac que si on lit la Comédie humaine, c'est pas la peine de lire Le Capital parce qu'on a compris le 19e. C'est l'auteur du Capital qui le dit, qui était lecteur de Balzac. Et c'est un peu pareil pour Simenon. Si on lit, pardon pour ma vitesse peut-être, si on lit l'essentiel de l'œuvre de Simenon, on a compris sa génération entièrement. Alors que c'est pas ça la démarche de Manchette. Manchette, c'est voilà, c'est pas son sujet, c'est autre chose. Donc voilà. Merci. Toutes les remarques étaient très pertinentes. Monsieur Markaris a raison de mettre en évidence l'absence de caractéristiques communes entre les deux auteurs. Mais je voudrais juste rappeler, à titre complémentaire, que alors que Simenon est totalement apolitique, il y a deux de ses œuvres où les héros proviennent du milieu anarchiste, mais cela sans aucune relation avec l'œuvre de Manchette. Je considère que c'est la société française qui relie Simenon et Manchette, la société française qui se distingue des autres traditions européennes. Ceci donc en conclusion. Passons maintenant à Manchette et on va demander de nouveau à Monsieur Mouchard
qui a réalisé un excellent essai sur Manchette, intitulé « Nouveau roman noir », que nous avons eu l'occasion de présenter lors d'une entrevue pour la revue Polar. Et j'aimerais qu'il nous parle des caractéristiques qui passent donc du polar au néopolar. Volonté de coller un peu à une démarche situationniste. Vous savez que les situationnistes, à la fin des années 60, faisaient du doublage de films de kung-fu, de western, de films érotiques pour divulguer un propos clairement révolutionnaire. Et chez Manchette, il y a la volonté de reprendre des matrices, donc par exemple le récit d'enlèvement, le kidnapping, l'enquête du détective privé, aussi le récit autour d'un tueur professionnel. Donc ce sont vraiment des formes de récits. Si on était à l'université, Vladimir Prop et les formalistes russes n'auraient aucun problème à montrer à quel point ces récits sont très structurés, comme le sont des tragédies, comme le sont des westerns. Si on commence à épurer ce qui se passe dans ces récits, il y a vraiment des structures narratives, une dramaturgie qui ressort et que Manchette comprend, parce qu'il est un grand lecteur de romans policiers, mais aussi de films noirs, et un grand amateur de films hollywoodiens. Donc ça fait vraiment partie de sa culture. Et il se sert de ces squelettes pour, je dirais, parler de la société française des années 70, évidemment. Donc je parlais du petit bout de la côte ouest où il est question de ce cadre moyen. Il est question d'une petite ville de Normandie qui s'appelle, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Bléville, si je me rappelle bien, qui fait un peu référence à la Moisson Rouge, mais aussi à Flaubert. Et ce que veut vraiment faire Manchette, c'est ce que Borges a appelé, c'est-à-dire quand on réécrit le Quichotte, la fameuse nouvelle Pierre Ménard, auteur du Quichotte, quand on réécrit le Quichotte avec d'autres critères que l'époque de Cervantes, ça devient autre chose. Et il y avait vraiment cette volonté d'utiliser quelque chose de très facile, que tout le monde partageait, c'est-à-dire une culture populaire, ce qu'est le polar, ce que peut être aussi la bande dessinée, mais pour l'amener ailleurs. D'ailleurs, il a fait aussi quelques bandes dessinées, l'une bande dessinée avec Tardy notamment, qui s'appelle Griffu. Ce qu'on peut dire aussi d'important, parce que là on est très sérieux, c'est que l'œuvre de Manchette est une œuvre avec beaucoup d'humour, beaucoup de dérision dans les dialogues, dans les noms des personnages. Il y a une onomastique très comique. Je ne sais pas si les traductions rendent compte des jeux de mots, parfois d'ailleurs très vaseux, qui sont utilisés pour nommer des personnages. Il y a ce behaviorisme également, dont je parlais tout à l'heure, cette façon d'écrire de l'extérieur absolument tout. Et puis aussi quelque chose d'assez triste et d'étrange, c'est que cette forme de système d'écriture qu'il a voulu employer l'a lui-même aliéné et enfermé, à tel point que les 15 dernières années de sa vie n'a plus écrit du tout de fiction. Il y a une agraphie terminale, on peut dire, chez Manchette, mais qui est différente de celle de Rimbaud, puisqu'il va continuer à écrire, il va faire des traductions, notamment même aussi des traductions de bande dessinée, de Watchmen, de Alan Moore et Gibbons notamment, mais il ne va plus jamais réussir à terminer un récit de fiction, parce qu'il se rend compte que, justement, lui-même est prisonnier d'un système de récit, d'un système d'écriture. Donc c'est un peu une impasse, malgré tout, pardon, sur son système. Voilà. Merci, Benoît. Monsieur Malafekas. Oui, ce qui m'intéresse, moi, dans la démarche de Jean-Patrick Manchette, c'est ces contradictions.
et son travail sur le langage. Alors, c'est un auteur de la crise, hein. C'est vraiment ça. C'est un enfant des crises de l'après-guerre et des contradictions des sociétés occidentales. Et il réussit un mariage parfait et même très gênant entre les préceptes du nouveau roman, hein, quand on lit les Gommes d'Alain Robbe-Grillet, enfin, et les autres romans, hein, d'Alain Robbe-Grillet, mais je pense vraiment aux Gommes. Et puis, donc, ces préceptes-là et le situationnisme. Et je voudrais d'ailleurs, Benoît, ton opinion sur le pourcentage, sans rentrer dans des chiffres, mais lequel l'emporte de ces deux-là dans le cocktail qui s'appelle Manchette, pour arriver à un tel point, à un tel détachement de son propre produit culturel. Il est ultra lucide sur le fait que le polar, pour lui, c'est faire de l'argent, hein. C'est un produit, c'est une commodité, c'est une commodité. Il fait partie de la réification du monde que lui-même dénonce, et il infiltre par le langage, il infiltre cet univers de la même façon, étonnamment, que l'avait fait un de ses idoles, Chandler, avec Hollywood. Chandler méprisait profondément Hollywood, avec sa moitié britannique là-bas, et pourtant il est allé là-bas, hein. Et c'est pareil pour Manchette, et il en parle parfaitement bien, Manchette, et on le voit dans le détachement de... C'est le narrateur, il n'y a pas de personnage, il y a une narration. Dont tu parlais du Petit Bleu de la côte ouest. Au tout début, il parle à un moment d'une façon, il y a le personnage qui est dans sa bagnole, il roule à 145 sur le périph', et il a une façon, le narrateur dit, il a une façon tchécovienne de faire un truc avec la radio. Mais qui dit ça, en fait? C'est qui la voix qui nous parle, qui nous dit ce truc extrêmement bizarre et presque déplacé? C'est qui? C'est certainement pas le personnage lui-même qui pense qu'il a fait un petit geste tchécovien. C'est pas nous qui aurions dit ça si on nous avait laissé libre le jugement de la scène. Mais c'est cette petite voix très étrange qui domine le récit et qui nous aliène dès la première seconde. On est dans un état d'aliénation. C'est cette aliénation dont parlent bien sûr les situationnistes, et qui est, aujourd'hui on dirait du méta, hein. Il est très méta. C'est du 5e ou 6e degré. Et il l'a fait à la perfection. C'est très très gênant pour un écrivain. C'est très gênant de voir ça, parce que moi je ne saurais pas le faire. Merci. On doit s'avancer vers la fin, tout doucement. Mais si on nous laisse juste un petit peu de temps encore. Une question à Petros Markaris concernant son protagoniste. C'est une question personnelle, mais aussi qui intéresse le public. Simenon, Maris, Glauser, quel degré de tout cela existe chez Kostas Chariktos, le personnage de Markaris, qui a comme ami un ancien détenu politique de gauche avec qui il a des... L'amour de Charitos pour le dictionnaire commence à partir de sa marraine, qui a considéré que Charitos devait
aller faire des études et elle lui avait offert le dictionnaire de Dimitratos. Et c'est ainsi qu'il a acquis ce dictionnaire de Dimitrakos avec lequel il a développé une relation privilégiée. Deuxième élément, en ce qui concerne sa relation avec Zisis, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que même avec un commissaire qui a nettement des convictions conservatrices et avec une ancienne personne de gauche qui avait participé à la guerre civile du côté de la gauche, il peut y avoir une amitié, il peut y avoir une relation. Ça ne veut pas dire que parce que depuis 1945 jusqu'en 1949, nous avons eu ce conflit, cela ne veut pas dire que cela va se perpétuer. C'était cela que je voulais explorer, si une telle chose était possible. Et vous voyez donc cette relation entre Zisis et Charitos et entre Zisis et sa femme, Adriani, et entre Zisis et sa famille. Le petit-fils de Charitos a le prénom de Zisis, Lambros. Voilà un point. En ce qui concerne Simenon, quel est mon propre rapport à Simenon? Ni Maigret ni Charitos n'appartiennent à ces policiers solitaires, ou ces détectives solitaires. Maigret a son épouse, a une épouse, Madame Maigret. Charitos a sa femme, Adriani, et une fille qui a sa propre famille. C'est-à-dire que ce n'est pas le genre de policier ou de détective solitaire, ni l'un ni l'autre. Et cela est très important à mon sens, parce que lorsque j'ai conçu le couple Adriani-Charitos, je pensais que les policiers en Grèce partent des milieux petits bourgeois et surtout à l'époque de Charitos et d'Adriani, des petits bourgeois qui ne voulaient pas fonder une famille, il n'en existait pas. C'est pour ça que j'ai introduit donc toute cette famille. Et cela coïncide avec Maigret sur un autre point, à savoir la nourriture. On connaît les fameuses recettes de Madame Maigret et nous savons que Maigret est particulièrement heureux quand il rentre le soir chez lui et mange les plats cuisinés par sa femme, et de même que Charitos. Et chez Maigret, cela arrive à une perfection, je pourrais dire. Lorsqu'il part à midi du quai des Orfèvres pour aller grignoter quelque chose, il boit de la bière. Mais lorsque le soir, il rentre chez lui et il mange les plats de sa femme, il boit du vin. Cela, donc chez Maigret, les plats de Madame Maigret a été installé dans le roman policier méditerranéen comme quasiment un genre, plutôt une sorte de principe, de règle. Et là, si on lit la trilogie de Marseille de Jean-Claude Izzo, on pourrait aussi voir l'importance de la cuisine. Personne n'a pu lire les romans de Montalbán sans connaître les recettes de Papa Carvalho, mais
c'était en fait ses propres recettes, parce que Montalbán était un excellent cuisinier. Tous ceux qui ont lu les romans de Camilleri connaissent ses disputes avec la femme qui s'occupe de lui, Angiolina, concernant ses disputes concernant les plats qu'elle cuisine. Tant Carvalho que Montalbano mangent seuls ou avec des amis et non pas dans un cadre de famille. Et cela, c'est la différence avec Simenon et Maigret et Jarritos. Concernant Glauser, que j'apprécie beaucoup, je crois qu'il n'y a pas de relation avec Glauser. Monsieur Malafekas, nous allons clore tout doucement ce débat. Dans votre livre « Dans les règles de l'art », à mon avis subjectif, je perçois deux leitmotifs que l'on retrouve chez Manchette, c'est-à-dire le jazz et l'art. Est-ce qu'il y a Manchette qui est un peu caché là-dedans ou bien il y a autre chose? Oui et non. C'est-à-dire ça ne fonctionne pas tellement comme un leitmotiv pour moi. Et en effet, c'est le cas pour Manchette. Mais pour moi, c'est vraiment c'est des personnages, surtout l'art contemporain, parce que c'est un livre qui se passe à Athènes au moment de la Documenta 14. Et Athènes est kidnappée par l'art contemporain. Et donc, tant Athènes que l'art contemporain sont transformés en personnages qui sont tantôt là, tantôt pas là. L'auteur, c'est-à-dire le héros qui est écrivain lui-même, c'est pas un flic, c'est pas un privé, vient d'écrire un livre sur John Coltrane, de la même façon que moi, Malafekas, a écrit un livre sur Miles Davis, juste avant d'écrire ce livre-là. Et donc, ça, c'est quelque chose que je peux rapprocher à Manchette, avec Manchette, et surtout avec le livre dont on vient de parler tout à l'heure avec Benoît, Le Petit Bleu de la côte ouest, parce que qu'est-ce qui se passe? Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant quand je l'ai su, parce que je ne savais pas que Manchette n'était pas très côte ouest, en fait, lui-même. Il était tout autre domaine de jazz. D'ailleurs, il était saxophoniste à un moment. Enfin, et il était plutôt hard bop, plutôt Charlie Mingus. Enfin, tout ça, les trucs bouillants de la jazz. Mais côte ouest, le cool jazz, le jazz blanc, c'était pas trop quelque chose qui lui parlait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il crée un personnage, Georges Gerfaux, je crois que c'est ça le nom, qui, lui, est de façon obsessionnelle, figé sur ce jazz-là, qui est le seul jazz que Manchette n'aime pas trop. Et il décide de l'explorer à travers ce personnage. Et moi, sans avoir fait du tout ce rapprochement-là, ou d'avoir cette intention-là, je découvre que j'ai créé un personnage qui est beaucoup plus Coltrane et free jazz, alors que moi, je suis Miles Davis et je désapprouve, en quelque sorte, si j'ai la prétention de le faire, le geste de Coltrane de quitter Miles Davis en 59-60 pour aller faire son truc. Et Miles lui dit, c'est des conneries tout ça, le free jazz, c'est pas ça, reviens, et il reviendra pas. Et voilà. Et donc, je résous ce duel en créant un personnage qui, lui, est free jazz et a écrit un... Voilà ce que je pourrais... Je vous remercie. Je voudrais demander à tous les trois un titre de chacun des deux écrivains qui le distinguent. Pour ma part, ce sont les Mémoires de Maigret de Simenon et Nada de Manchette que je distingue. Je demande vos préférences à tous les trois. Moi, puisque je suis l'ordre, le chien jaune et surtout
en ce qui concerne sa façon de présenter Concarneau et les simples gens de Concarneau. Je considère ce roman un chef-d'œuvre. Πολύ απλά. C'est difficile de citer un titre de Simenon parce qu'il y en a quand même beaucoup et qui sont très très différents. Alors je ne choisirais pas un Maigret, peut-être un roman exotique comme Le Coup de Lune ou peut-être Le Président, que j'aime beaucoup aussi pour d'autres raisons, qui n'a rien à voir avec le film d'ailleurs. Enfin, ok, le film est parti dans une autre direction. Et pour Manchette, je pense que l'aboutissement de sa démarche, c'est la position du tireur couché, qui d'ailleurs se termine et commence par à peu près les mêmes phrases aussi, par ces récits de clôture, qui est sorti en 81, année de victoire de la gauche, mais aussi de grande désillusion pour tous ceux qui ont essayé de porter la gauche au pouvoir. Et Manchette, je parlais tout à l'heure de système d'écriture qui finalement devient problématique pour lui, mais je pense qu'il y a aussi un rêve qui devient difficile à porter puisque l'idéologie ne semble plus tout à fait possible pour changer la société telle qu'il le voulait. Oui, je suis d'accord pour la position du tireur couché, hein, c'est ce que j'aurais dit, mais voilà, moi je reprends Le Petit Bleu de la côte ouest, et c'était par ce roman-là que j'ai commencé ma lecture de Manchette, et surtout son adaptation bande dessinée par Tardy, 2005, je crois, ou 2006, un truc comme ça. Excellente adaptation, vraiment. Ça commence dans le périphérique. Et il faut savoir, hein, lui, il écrit ça en 76. Donc, on peut imaginer qu'il a commencé à écrire avant, c'est-à-dire 74, 75. Et le périph', il est déjà intégré. C'est un monument littéraire, hein, la première scène, le périph' extérieur, alors que le périph' n'est là que depuis 3 ans. Hein. C'est une nouveauté. Nous, on croit il est éternellement là, un petit peu comme, je sais pas moi, comme l'Arc de Triomphe, mais c'est pas ça. Et il est intégré de façon magistrale et œcuménique. Ça, il faut le faire en 3 phrases. Ça, c'est du Manchette. Alors pour Simenon, oui, il y a 3000. Je choisirais un petit livre. C'est pas du Maigret. C'est l'homme de Londres, que j'aime beaucoup. Ça se passe à Dieppe. C'est une ville portuaire et ferroviaire en même temps, de Normandie, qui reçoit les cargos de l'autre côté, c'est-à-dire de Londres. Et donc, le héros, c'est un petit fonctionnaire des cheminots, un peu pauvre. Sa fille travaille chez le boucher, et les femmes de ménage chez le boucher. On voit tous les rapports sociaux. C'est le début des années 30. Et à travers ce roman extrêmement subtil et très humain, on voit la nécessité d'une naissance d'un front populaire, mais aussi on ressent une plus grande catastrophe sociale qui va venir par la suite, une calamité historique. On ressent tout ça. Je ne sais pas d'où on le ressent, mais on le ressent peut-être avec la connaissance des événements. Mais voilà, on voit un petit peu les années 40 venir, quoi, dans la brume de la Normandie. Donc voilà. Bellatar en a fait un film. Je vous remercie tous et je vous remercie le public de sa patience.